Le fils d'Aliénor, le célèbre Richard, ne s'est jamais appelé Lionheart, mais Cœur de Lion. Ce roi légendaire parlait français et n'a passé que 2 mois en Angleterre. Il a été enterré en France, le pays d'Aliénor. La devise de la monarchie anglaise, « Dieu est mon droit », remonte à cette période, tout comme la prolifération de mots d'origine française dans la langue anglaise. Sur les champs de bataille du Moyen-Âge, comme sur celui de Waterloo, les Alliés communiquaient entre eux en français pour combattre la France. Les puissances se font et se défont. Continuons. Dans ce contexte particulier, il suffit d'un homme fort pour mettre le feu aux poudres. À cette époque, il se trouve qu'il y en a 2. Philippe Auguste, roi des Francs, politicien habile et bon stratège. Richard Cœur de Lion, roi chevalier et tacticien hors pair. Devenu roi, Philippe Auguste a une vision politique. Transformer ce puzzle de comtés et duchés en vrai royaume sous une bannière unique. Cette vision résolument moderne de l'État en ferait le plus puissant royaume d'Europe. Mais Richard, devenu roi d'Angleterre, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Par sa mère Aliénor d'Aquitaine, Richard a des prétentions légitimes sur une partie du royaume que veut construire Philippe Auguste et il est tout à fait décidé à défendre ses terres. 1199, siège de Chalut. Richard Cœur de Lion dirige lui-même les opérations quand un carreau d'arbalète le touche de plein fouet. Il l'arrache lui-même, mais la gangrène l'emporte en 10 jours. Avec la mort du célèbre roi anglais, notre histoire vient de changer de route. Le 2e fils d'Aliénor d'Aquitaine, Jean Santerre, succède à son frère Richard Cœur de Lion et devient à son tour roi d'Angleterre. Il peut prétendre au même droit que lui sur les terres d'Aquitaine, mais il n'a ni le charisme, ni le talent militaire de son frère aîné. Face à un adversaire affaibli, le roi des Francs, Philippe Auguste, peut enfin construire la France de ses ambitions. Il conquiert une à une les terres du roi d'Angleterre. Tout seul, Jean ne peut rien faire pour l'en empêcher. Pour vaincre Philippe, il lui faut de l'aide. Othon. Othon IV, empereur du Saint-Empire, ne se fait pas prier. 2 grandes armées sont levées. L'invasion doit avoir lieu grâce à une opération combinée d'encerclement. À l'ouest, Jean doit débarquer à La Rochelle pour attirer Philippe. Au nord-est, Othon, par une marche éclair, doit en profiter pour foncer sur Paris. C'est un piège. Lorsqu'il apprend le débarquement de Jean, Philippe Auguste ordonne de hisser l'oriflamme, la bannière du royaume, pendant qu'il fonce à sa rencontre. Son instinct lui suggère la prudence. Jean n'est pas homme à l'affronter en personne et il est maintenant très loin de Paris, trop loin. Le Nord est son défense. Il tient alors le conseil de guerre le plus crucial de son règne. De sa décision va la survie du royaume. Il envoie son fils à la rencontre de Jean et lui-même ira défendre le Nord. 2 armées, l'une dirigée par le père, l'autre par le fils, pour la survie d'un royaume. Aucun des 2 ne peut faillir. C'est à la forteresse de la Roche-aux-Moines que se joue le premier acte. Jean assiège le fort. Mais la résistance est telle que l'armée de secours a le temps d'arriver. Pris de panique sans même livrer bataille, Jean s'enfuit. Le roi d'Angleterre aura bien du mal à justifier ce manque de courage à ses barons. Reste Othon. Othon et ses chevaliers teutons. On ne naît pas chevalier, on le devient. Doté d'une armure et d'un destrier, un chevalier est avant tout un guerrier, mais un guerrier ayant adopté un code de conduite. Une fois reconnu par un autre chevalier lors de la cérémonie de l'adoubement, il gagne le droit de porter sur lui son blason, signe de reconnaissance, et de se battre avec une épée, l'arme la plus noble. À l'inverse d'un soldat recevant une solde, ou d'un mercenaire se vendant au plus offrant, le chevalier prête allégeance à un suzerain,
et jurent de défendre sa cause et son honneur. Combattants d'élite, ils sont le fer de lance des armées médiévales. Au cœur des combats, les hommes ont besoin de se forger des valeurs fédératrices, comme les samouraïs, les marines américains ou les grenadiers de la vieille garde napoléonienne. L'engagement dépasse le champ de bataille. Il est la vie et l'honneur des guerriers. Ces valeurs sont lentement tombées dans l'oubli. De nos jours, tous les moyens sont bons pour gagner une guerre, même les plus radicaux. Le 27 juillet 1214, les deux armées ne sont qu'à quelques kilomètres l'une de l'autre. L'armée de la coalition comporte un grand nombre de solides piquets teutons, lourdement cuirassés. Othon IV peut également compter sur une cavalerie lourde, composée de nobles anglais et flamands, mais aussi de traîtres francs. De redoutables archers anglais et de coriaces mercenaires complètent les effectifs. L'armée des Francs est constituée en grande partie d'une cavalerie d'élite, de fougueux chevaliers venus des quatre coins du royaume, bien équipés, vétérans des croisades, fidèles à leur roi. En infériorité numérique, Philippe s'est tourné vers les communes libres du royaume, qui ont envoyé de nombreuses milices urbaines. Après plusieurs jours de manœuvre, Othon a pris en chasse l'armée des Francs. Confiant en sa stratégie, son objectif est de la rattraper et de la détruire. Tout à coup, l'armée de Philippe fait volte-face. Alors qu'il pensait anéantir une troupe en fuite, les Teutons trouvent devant eux une armée de chevaliers en ordre de bataille. Au centre, Philippe Auguste, l'ennemi absolu. C'est pour aujourd'hui, et c'est pour maintenant. Il est midi, la chaleur est écrasante. Quelqu'un crie « Mort aux Français !» La bataille commence. Au centre, le rouleau compresseur teuton, les terribles piquets lourds, avancent droit sur le roi des Francs. Ils ont pour mission de démolir les rangs français et de tuer le roi le plus rapidement possible. Les Francs peinent à contenir le mastodonte teuton. Les milices urbaines n'encaissent pas le choc. Sur le flanc gauche teuton, les nobles flamands se battent férocement au corps à corps lorsque soudain, par-delà le fracas des armes, retentit le son terrifiant des trompes de guerre. Le fer de lance de la chevalerie française charge furieusement le cœur des troupes ennemies. C'est le choc. La cavalerie lourde emporte tout. Désorganisés, les Flamands ne peuvent rien contre les chevaliers francs qui traversent leurs rangs de part en part, tournoient et les prennent à revers. Toute l'aile gauche teutonne ne tarde pas à s'effondrer. À l'ouest, l'inverse est sur le point de se produire. Les Francs sont à deux doigts de fléchir. C'est alors que l'évêque de Beauvais se jette de tout son poids dans la mêlée, se taille un chemin jusqu'au chef anglais et, d'un coup spectaculaire de sa masse d'armes, fait voler son aume en éclats. Les Anglais, pris de panique, s'enfuient. Les flancs sauvés, la situation paraît pencher du côté des Francs. Mais au centre, les fantassins teutons sont presque au contact du roi Philippe. Ces 3000 redoutables soldats d'élite ont reçu un seul mot d'ordre: tuer le roi, coûte que coûte. Épuisés, décimés, les milices finissent par céder. Les Teutons enfoncent les rangs français. La garde du roi charge pour les ralentir. La situation est grave. Philippe, au cœur des combats, est rapidement entouré d'ennemis et est attaqué de toutes parts. Sa garde loin devant n'a pas conscience du danger. Soudain, une lance jaillit et frappe Philippe de plein fouet. L'armure du roi dévie le coup et lui sauve la vie, mais il ne peut pas retirer la lance. Les soldats teutons tirent de toute leur force. Déséquilibré, isolé, le roi des Francs est jeté au sol. Les teutons se précipitent, dagues et poignards sortis. Il faut tuer le roi. Philippe, sonné, tente de se relever, de se défendre. Ses chevaliers font rempart de leur corps et livrent un combat désespéré. Les Teutons sont partout et plus nombreux. On agite désespérément l'oriflamme pour appeler au secours. Le roi va mourir. La garde royale se taille un chemin jusqu'à lui, mais elle est encore loin. Donnant leur vie, les derniers chevaliers francs honorent leur serment. Mais les Teutons sont trop nombreux.
masses d'armes fracassent les boucliers. Les épées percent les armures. Arrivée juste à temps, la garde royale furieuse massacre les Teutons et remet le roi en selle. Philippe Auguste est sauf. Il devrait se mettre à l'abri, fuir loin des combats, maintenant. Mais c'est un chevalier, un roi. Son honneur lui ordonne de rester et de faire face. L'armée est remise en ordre, les épées jaillissent, les boucliers se lèvent. Les chevaliers francs, ivres de vengeance, chargent l'empereur Othon. En face, on ne peut que se préparer et attendre. Les rangs teutons volent en éclats. Les chevaliers foncent sur Othon. Entouré d'une meute de chiens enragés, il se retrouve à son tour en danger de mort. Sauvant sa vie, il s'enfuit. Les Francs forcenés le poursuivent. À leur tour, les chevaliers teutons s'interposent. L'empereur Othon est sauvé in extremis. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire, où le monde bascule d'un côté ou de l'autre. Philippe Auguste vient de passer à quelques centimètres de la mort. Si les soldats d'Othon avaient réussi à tuer le roi, leur empereur n'aurait pas seulement gagné une bataille, il aurait aussi brisé un royaume. Si le roi Philippe était mort à Bouvines, la France, morcelée en petits duchés, aurait probablement été absorbée par une Angleterre parlant français. Le roi mort à Bouvines, les duchés et comtés seraient restés indépendants. La France n'aurait jamais vu le jour. Il s'agissait pour la France d'une occasion unique de devenir un vrai royaume. Le bon dirigeant, au bon moment, entouré des bonnes personnes. Une brèche s'est ouverte, Philippe Auguste a su s'y engouffrer et se battre avec courage. Sur un champ de bataille, le chef est celui qui coordonne les efforts de tout le monde. Il est le repère, la clé de voûte. Un roi, chef de l'armée mais aussi du pays, ne peut pas mourir ou fuir le combat sans laisser ses hommes livrés à eux-mêmes et démoralisés. Mais au Moyen-Âge, le roi est un chevalier. S'il veut être chef, il doit se battre et être le premier à le faire. Lorsqu'il décide d'une guerre, il sait qu'il peut y mourir, ainsi que ses fils. Cela fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. Durant les batailles napoléoniennes, par exemple, les maréchaux de l'Empire se battent encore à la tête de leurs hommes. Mais Napoléon, lui, reste en arrière. À Verdun, en 1916, 700 000 morts, 80% causés par l'artillerie. Les généraux ne sont plus sur le front. Seconde Guerre mondiale, Stalingrad. Staline donne l'ordre, pas un pas en arrière. 1 million de morts. Le dirigeant soviétique se trouve alors à des centaines de kilomètres de la ville. Août 1945, le président des États-Unis, Truman, est encore plus loin lorsqu'il donne l'ordre de larguer 2 bombes atomiques sur des civils japonais. De nos jours, un pilote américain de drone Predator, confortablement installé au Texas, utilise un joystick et un retour vidéo temps réel pour abattre une cible n'importe où dans le monde. Au Moyen-Âge, la fuite d'un chef sur un champ de bataille est rarement bon signe. Les troupes teutones, démoralisées, abandonnent le combat les unes après les autres. La victoire de Philippe Auguste est totale. Les 2 armées coalisées sont vaincues. Au cœur du combat, le roi a prouvé sa valeur. Au fait de sa gloire, et libéré de ses ennemis, il a les moyens d'imposer sa vision à ses vassaux. La France deviendra progressivement plus importante dans les cœurs de ses habitants que leur propre duché et comté. Dans les champs de Bouvines, ce jour-là, le roi des Francs devient roi de France. À partir de ce moment, le pouvoir des seigneurs déclinera au profit du pouvoir central.
Mais l'Angleterre n'a pas dit son dernier mot. En devenant reine de ce pays, Aliénor d'Aquitaine a donné à son fils Jean et à toute sa descendance des prétentions légitimes sur les terres conquises par Philippe. Rejetés hors de France, les Anglais se rassembleront autour d'une idée fédératrice. Ils sont anglais et se mettront progressivement à parler l'anglais. La rivalité entre les deux pays débouchera sur la terrible guerre de 100 ans. Mais ceci est une autre histoire. Qui sommes-nous? Est-on anglais parce qu'on parle anglais? Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, parlait français. Est-on allemand parce qu'on est en Allemagne? Hitler, chancelier allemand, est né en Autriche. Qu'est-ce qu'une nation? Jusqu'au Moyen-Âge, ce concept n'a pas de sens. L'Angleterre, par exemple, n'existe pas. Il s'agit juste du territoire dans lequel vit le peuple anglais. On parle du royaume des Anglais et non du royaume d'Angleterre. Qu'est-ce qu'un Français? Au départ, un Celte. Romanisé, il devient un Gallo-romain et se met à parler latin. Puis viennent les Francs, mais aussi les Burgondes, les Visigoths et autres peuples germaniques, qui, en s'installant sur le territoire de la France actuelle, apportent leur sang et leur culture. De ce mélange naît la France et une langue nouvelle. Le français d'aujourd'hui est l'étranger d'hier. L'idée de France comme nation est née dans un bouillon de cultures et de langues différentes, sur un sol revendiqué par d'autres rois. Elle a germé lentement et est rentrée dans le cœur de ses habitants. Jamais, avant Bouvines, un bourguignon ne s'était imaginé être autre chose qu'un bourguignon. Alors qu'en est-il de l'Europe? Au départ, juste une idée. Rien qu'une idée, née de la vision d'une poignée d'hommes. Mais ce sont les idées qui mènent le monde.